Alors c'est un moment important puisque l'OHARA joue un rôle à la fois d'accompagnement de la création, de la diffusion, de maillage du territoire. Moi je suis dans les Landes, dans un département qui est peu pourvu en structure soutenue par l'État, et donc c'est important qu'une agence régionale joue ce travail d'aménagement culturel du territoire. C'est un moment aussi de discussion, d'échange avec des partenaires, avec d'autres compagnies. Donc c'est un moment de rencontre et il n'y en a pas tant que ça. À un moment où la profession se rencontre, se réunit, des endroits de rassemblement assez fédérateurs. Nous faisons communauté face à un contexte qui se tend de plus en plus. Donc c'est un moment important et qui va bien au-delà d'une présentation de la saison en fait. C'est un moment chaleureux, formel, ritualisé, convivial. C'est un rituel un peu incontournable. Une grande journée de rencontre avec tous les professionnels de la région. C'est à moi qu'il incombe en premier lieu de vous remercier et de m'accueillir dans ces lieux qui sont aussi votre maison pour ouvrir officiellement la saison 2025-2026 de l'OHARA. Je constate avec plaisir que vous êtes extrêmement nombreux à participer à ce rendez-vous. J'y vois le signe, bien sûr, que l'OHARA est une maison qui compte pour vous. Et puis, je crois également que si nous saisissons cette occasion pour nous rassembler de la sorte, c'est que nous avons des choses à dire, des choses à débattre, des choses à partager. Et compte tenu de la période et de l'époque que nous traversons, des inquiétudes à manifester, mais aussi, nous l'espérons, des raisons artistiques et culturelles d'espérer encore dans un ciel plutôt maussade. Alors que faire dans une situation aussi dangereuse ? Je n'ai hélas pas de recette miracle. Ce dont je suis certain, c'est qu'il faut résister, qu'il faut que nous apprenions aussi à résister et à résister ensemble. Il nous faut enrichir forcément les argumentaires, aller chercher des voies extérieures au secteur culturel pour faire entendre le sens dont les politiques culturelles publiques, des arts visuels, des arts vivants, du livre, des patrimoines, de la création, sont porteuses pour faire société. Résister, cela veut dire aussi ne pas se replier sur son quant à soi, pousser plus loin l'exigence de solidarité, non pas seulement dans les mots, mais dans les actes quotidiens. Ce qui implique aussi peut-être pour chacun d'entre nous d'abaisser des barrières mentales, de s'affranchir de nos préjugés. Résister implique aussi de rappeler à toutes les collectivités publiques leurs responsabilités en matière de coopération. Cette responsabilité, elle est reconnue par la loi, mais elle dépend de leur choix. Eh bien voilà, nous appelons à cet esprit de responsabilité des collectivités publiques, des collectivités territoriales. Si je suis présent aujourd'hui avec Joël et l'équipe devant vous, c'est que j'ai la faiblesse de considérer l'OHARA comme un foyer essentiel de résistance à l'ère du temps, justement. Cette ère du temps qui met la démocratie et la culture, nos deux raisons essentielles, en danger dans le monde comme ici. Alors, je démarre par dire que la région Nouvelle-Aquitaine tâche de tenir l'ambition qu'elle partage avec l'OHARA pour le spectacle vivant, ce que démontre, que ce soit le rapport d'activité de l'OHARA ou encore la saison, ce sont deux choses à mon avis. D'abord, la très grande richesse et diversité artistique et territoriale de cette région, d'une part, richesse qui est aujourd'hui menacée. Jean-Pierre, tu as très bien rappelé les enjeux de la période que nous vivons, mais aussi le rôle primordial dans ce paysage que joue l'OHARA. Il y a évidemment quelques chiffres, un demi-million d'euros engagés dans la coproduction, 1 million pour les résidences, que ce soit ici à la MECA ou en territoire, à peu près la même chose en aide à la diffusion, mais au-delà des engagements financiers,
et Joël le dit très bien, et avec des formules tout à fait adaptées, c'est aussi l'effet structurant de l'OARA, sa capacité à aider à structurer le secteur, à mettre en coopération, et j'ajouterai aussi l'attention territoriale très fine et le soutien apporté aux artistes. Je pense par exemple à la manière dont l'équipe de l'OARA les accueille ici même dans cette méca-scène lors des résidences. Je crois qu'on a tout intérêt à essayer d'adresser cette dissonance qui existe entre, d'un côté, l'expérience que vivent les citoyens, qui est une expérience réelle, vécue, qui existe, de la culture, et leur capacité ou non, justement, de mobilisation quand les politiques culturelles qui permettent ces expériences-là sont remises en cause. En fait, ce que je veux dire, c'est que le risque pour le spectacle vivant, pour moi, c'est de faire événement plutôt que de faire société. Et de là, je crois beaucoup dans le fait de rendre visibles les artistes, leur travail dans le quotidien, cette notion d'habiter qui est différente de résider, que les artistes puissent être partie prenante des communautés de territoire, comme il y a des boulangers, des infirmiers, des plaquistes, pardonnez-moi la comparaison, mais elle est d'ailleurs tout à fait louable. Mais voilà, c'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que les habitants n'aient pas le sentiment que la culture se fabrique ailleurs, que les artistes sont des personnes qui, en tout cas, ne font pas partie de leur communauté territoriale quotidienne. Aujourd'hui, il y a comme ça une musique lancinante qui consisterait à dire que tous ces organismes coûtent de l'argent et on met tout dans le même sac. Nous, on n'aime pas s'appeler agence, on est un organisme associé à une collectivité et on a une politique qui est très définie par des conventions cadres. Et après, on a tout loisir de l'inventer avec vous. Donc, on est heureux d'être toujours vivant et merci de votre soutien. Et j'aurais quand même un petit mot pour les artistes. C'est l'ADN de notre projet à l'OARA. Alors, on en parle souvent avec Charline. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'économie actuelle qui est la nôtre, baisser les lieux, c'est affecter les artistes, puisqu'aujourd'hui, toutes les études montrent que les baisses qu'ont subies les lieux ont été premièrement impactantes pour l'activité des artistes. Il n'y a pas encore de licenciement dans les structures qui pourraient permettre de réduire des frais de fonctionnement pour maintenir la capacité d'action. Donc aujourd'hui, malheureusement, on est face à des choix impossibles. Baisser l'un, c'est faire du mal à l'autre. Baisser l'autre, c'est affecter le partenaire en face. Donc, dans un système où les budgets se contraignent, tout ça reste très, très, très complexe. Là non plus, je n'ai pas la solution, si ce n'est de dire que finalement, on ne coûte pas si cher que ça la culture publique quand on voit les autres budgets. Et c'est peut-être pas là qu'il faut faire les efforts. C'est notre programme à nous tous. Il n'y a pas un seul projet dans ce programme de saison qui n'est pas la concrétisation d'une dynamique collaborative ensemble. L'OARA tout seul ne ferait rien, et d'ailleurs l'OARA tout seul n'aurait rien à faire, puisqu'on n'est pas là, nous, pour porter les projets que vous ne porteriez pas. Donc on n'est que dans une démarche de collaboration, et c'est ça que dit notre programme, avec finalement un paradoxe. Il apparaît assez magnificent, d'abord dans sa forme, et je remercie Élodie, notre graphiste, qui est dans la salle, parce qu'elle sait être à notre écoute et traduire graphiquement ce que l'on souhaite. Donc il a une forme comme ça qui est très engageante. Il est volumineux, il y a des dizaines et des dizaines de projets, et si on se fie aux apparences, on peut se dire, ils sont toujours en train de se plaindre, mais regardez tout ce qui se passe. En fait, ils portent quand même des stigmates qui sont ceux d'une certaine décroissance, il y a un peu moins de projets. Un programme de saison ne montre pas la précarité de l'élaboration des projets aujourd'hui. Il y a des conditions extrêmement dégradées de production, de fabrication de spectacles, on le voit. Il ne montre pas aussi l'état psychique de la profession. On est confrontés, nous, au quotidien, à des artistes, des acteurs culturels qui ne vont pas bien, parce que leur quotidien est difficile, parce que l'horizon s'assombrit, parce qu'ils n'ont pas de perspective réelle auquel s'adosser pour faire porter leur projet. Et en plus, on rentre dans une séquence électorale qui fait que pendant 3 ans, on va vivre des soubresauts, des incertitudes, des recompositions politiques qui vont peut-être encore plus déstabiliser les chavots. Donc ça, c'est une réalité de ce programme de saison, un des paradoxes. Et paradoxalement, il montre une capacité de résilience incontestable qu'on a tous quand on voit tous les programmes de saison. Il y a de l'action,
il y a des dynamiques qui existent, il y a de la lutte, on se débrouille pour essayer de faire évoluer nos pratiques. Donc j'ai plutôt envie que cette matinée, tout en étant d'une lucidité malgré tout optimiste, porte cette envie d'une possibilité qu'on a ensemble de transformer le système dans lequel on est et de ne pas continuer à le subir. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Joël. J'ai la lourde tâche donc de porter la fabrique puissance 3. Bon, on va voir. Mais avant de présenter le sujet de thèse, j'avais envie de vous parler un peu de mon parcours et puis de me présenter parce que finalement, vous verrez, ça fait écho aussi à mes positionnements de recherche. Donc, je m'appelle Antoine Jurado, je suis étudiant en doctorat en géographie, on dit aussi doctorant, à l'université Bordeaux-Montaigne, dans un dispositif qu'on appelle thèse CIFRE, mais Joël en a déjà parlé, qui permet en fait d'être associé à la fois à un laboratoire de recherche et à une structure, une entreprise, un organisme, en l'occurrence ici l'OHARA. Vous avez vu le titre tout à l'heure, c'était « Faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire de commun ». Quelle contribution de la culture, des actrices ou des acteurs de la culture à cette construction. En fait, on est parti de la réforme territoriale et on s'est dit, dans une région nouvellement constituée, issue de la fusion de 3 anciennes régions, on s'est dit, peut-être qu'un des défis de la culture, ce serait de reconstruire un sentiment d'appartenance, un espace commun qu'on retrouve qu'on retrouvait en ex-Aquitaine, en ex-Limousin, en ex-Poitou-Charentes, qu'on retrouve en Corse, qu'on retrouve en Bretagne, en Alsace. Ce sentiment d'appartenance fait vraiment partie historiquement et culturellement des régions. Donc je me suis dit, peut-être que c'est un des défis de la région. Et au fur et à mesure de mes rencontres, je me suis aperçu que finalement, c'était pas vraiment le cas, ou du moins pas entièrement le cas, et qu'on avait plutôt des appartenances plus locales, plus liquides, sur des territoires qu'on pourrait avoir du mal à cartographier, qui souvent s'apparentent au bassin de vie. Et donc je me suis dit, peut-être que la Nouvelle-Aquitaine est finalement riche de tous ces territoires, de toutes ces poches de territoires qu'on peut essayer de mettre en avant. Donc le sujet porte sur la fabrique des territoires, que moi je définis selon 2 points principaux. Pour faire vite, un territoire en premier, parce que les géographes ont vraiment beaucoup travaillé dessus, et donc il y a énormément de définitions, mais le territoire en premier lieu, c'est un espace politique construit politiquement, donc approprié, contrôlé, dans lequel on retrouve les administrations, les institutions, et qui est facilement cartographiable. Donc c'est une commune, une région, un département, un pays, voilà. Et deuxième point, c'est que le territoire, et là c'est plus difficile, le territoire se construit à partir de l'expérience vécue des habitants qui y vivent. Et pour pouvoir illustrer ces 2 points, j'ai choisi 2 terrains d'études. L'année dernière, donc la saison précédente, a été consacrée à la scène nationale l'empreinte Brive-Tulle, d'où la liaison. Et cette année, je prépare le projet avec le parc naturel régional des Landes de Gascogne. L'idée des tribunes, c'est de créer des espaces où on peut se rassembler, où on peut travailler à penser ensemble. Ça s'est pensé en lien à la fois avec le social historique, donc la manière dont le présent vient nous percuter, et ça s'est pensé aussi en lien avec la programmation, mais également en dialogue avec des collectifs de militants, militantes, des acteurs, habitants et habitantes du territoire. Et je pense que c'est cette espèce de nouage aussi par rapport à des enjeux conflictuels qui sont soit propres à une époque, soit propres à un territoire, sur des manières d'habiter, parce qu'on peut croire comme ça qu'habiter, c'est une espèce de lubrifiant qui nous réunirait tous. En réalité, il y a des lignes de tension extrêmement fortes sur la manière dont on habite, qui peut habiter, comment. Il y a une matérialité très concrète de ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'explorer par différentes portes d'entrée comment un territoire en réalité qui peut sembler naturel comme la Corrèze est en fait le fruit d'une activité anthropique, mais aussi d'une prise de ressources. J'y reviendrai après sur la question de la mise au travail de la nature, qui est le versant qu'on connaît moins puisqu'on est plus habitué à s'intéresser soit aux philosophies du vivant, on y reviendra, soit à la question de l'extractivisme. Et donc ce cycle de tribune, il est plutôt pensé, si j'emprunte à Brecht une de ses formules, comme un sac à malice pour une époque foutue, un peu dégueulasse. Donc c'est plutôt dans ce sillage-là, je dirais, qu'on a imaginé ce cycle de tribune. Et en effet, comme tu pouvais le dire, Nicolas,
Christophe Pébart, Barbara Stiegler sont venus au cours de ces rencontres, Corinne Morel-Darleux, mais également des gens comme Sandra Lucbert, Elsa Dorlin, Pierre Bergouignou, Bernard Friot. L'idée, c'est à chaque fois de ne pas faire l'impasse sur les conditions matérielles aussi d'existence, de pensée, qui posent un cadre de possibilités. Pour prolonger et dire un mot des enchevêtrés, donc effectivement ça part d'un désir d'explorer le territoire en créant les conditions d'une véritable rencontre avec les paysages de la Corrèze et ceux qui les habitent. Les enchevêtrés, ça s'est décliné sur 2 ans, 2 saisons, qui t'a permis de travailler sur 4 marches en quête, chacune thématisée. Au printemps, tu es parti sur les sentiers de l'eau, en été sur les routes de l'air et du sol, en automne à l'écoute de la forêt, et en hiver, vous marchez au cœur des paysages nourriciers. Cette aventure, tu la partages avec Sarah Mété-Chastagnier, ta sœur, qui prend en charge toute la partie enregistrement et création sonore. C'est aussi la réalisation de plusieurs dizaines de mètres de fresques dans l'espace public. C'est un travail qui a été réalisé par Sol Pandelakis, qui est l'illustrateur du projet, qui utilise les paroles des habitants pour réaliser une cartographie graphique, subjective et sensible. Vous en découvrez là quelques images. C'est une centaine d'entretiens et plusieurs centaines d'heures d'interviews avec des humains, des paysages sonores et des non-humains. 40 jours d'arpentage en Haute-Corrèze et Basse-Corrèze, partagés par tous les temps, presque 600 km parcourus à pied. 20 classes touchées, 230 heures d'atelier, 450 élèves concernés, une trentaine de partenaires impliqués sur tout le territoire de la Corrèze. Et chaque marche a donné lieu à une restitution qui ont été nourries de rencontres et des processus d'écriture réalisés pendant la marche. Et la question de l'écriture, elle s'est finalement déclinée au pluriel. Écrire pour les oreilles, écrire en paysage, écrire en voix et écrire en géographie. Il y a une superposition aujourd'hui dans le champ du spectacle vivant entre le modèle entrepreneurial et les formes d'organisation, de production, de diffusion dans lesquelles on est tous embarqués et dans lesquelles je crois que chacun et chacune étouffe, puisque c'est une fabrique de mise en concurrence et de précarité organisée. Et un des enjeux, c'était justement d'essayer de passer l'écriture dramatique, les conditions de production, aussi parce qu'il y avait cette invention très forte sur les conditions matérielles de production qui a été portée par l'empreinte, de se dire qu'il fallait redéfinir le cadre matériel pour pouvoir rendre possible d'autres formes, et que c'était à cette condition et à elle seule qu'était possible le fait de déployer une forme qui serait totalement différente. Si on a invité Clément Sénéchal, c'est parce que c'est une façon pour nous de faire tribune commune avec le projet que vous menez à Brive-Tulle. Vous faites des tribunes à Brive-Tulle. Nous, on fait finalement nos tribunes à la rentrée ici. Et puis, quand on a préparé votre carte blanche, en discutant, j'avais demandé à Barbara, mais qui aurais-tu aimé inviter, que tu n'as pas encore invité à Brive-Tulle? Elle me dit Clément Sénéchal. Je voulais introduire cette rencontre par les mots d'Agnès Klotz, qui est une poétesse. Autrefois, l'homme avait peur de l'avenir. Aujourd'hui, l'avenir a peur des hommes. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi, Clément. Je te présente en quelques mots. On aura l'occasion de revenir sur ton parcours au cours de la rencontre. Tu as une double formation en sociologie, en philosophie politique. Et tu as été, comme on dit, chargé de campagne sur la déforestation, je crois, puis sur le climat au sein de Greenpeace. Donc, tu n'as pas été à moitié embarqué dans le Space Mountain de ces contradictions. Et c'est précisément ce qui fait la force de frappe de ton propos et de ta lecture. Merci pour cette introduction, merci pour l'invitation. Merci à vous toutes et tous d'être ici. J'espère que, je ne sais pas si je vais vous bousculer, mais j'espère que vous êtes un public discipliné et non violent, parce qu'on est un peu cerné quand même. Voilà. Donc pour revenir à ta question sur la démarche du livre, j'avais l'impression qu'on s'arrêtait en fait toujours avant d'être utile, qu'on s'arrêtait en lisière du spectacle, c'est-à-dire à chaque fois avant que les actes et les positionnements prêtent à conséquence, qu'on s'arrêtait en quelque sorte avant de se salir les mains, et que j'appartenais grosso modo à une grande agence de communication qui faisait de la charité environnementale et qui n'avait pas spécifiquement intérêt à voir la cause dont elle s'occupait résolue d'une manière ou d'une autre.
Et l'événement plus personnel, c'est que moi j'ai grandi dans les Alpes, dans le massif du Mont Blanc, et ces dernières années, j'avais évité un site en particulier, alors que je fais beaucoup de randonnées, souvent en solitaire d'ailleurs, qui est la mer de glace. Et la mer de glace, c'est vraiment l'un des sites où le réchauffement climatique est le plus vif. C'est un peu un sablier monumental du réchauffement climatique. Et j'y suis retourné quand même pour faire une sorte de bilan ou d'autocritique, enfin, comme si c'était un peu un purgatoire à franchir. Et là, je me suis retrouvé devant un tas de gravats, hein, c'est-à-dire que le glacier le plus impressionnant d'Europe, jadis majestueux, il n'en restait strictement rien. Et donc j'étais, moi qui suis plutôt d'un naturel réservé, là j'étais vraiment saisi aux larmes. Et là se met en place une équation qui est celle que j'appelle dans le livre l'écologie du spectacle. Ce qui va se produire, c'est que d'une part une déréalisation de l'engagement, où on va proposer aux gens de s'engager, mais par procuration, en donnant de l'argent à des associations, des ONG. C'est une falsification de la réalité, puisqu'on dit qu'on va bloquer, faire de la désobéissance civile. En fait, non, on produit les signes d'une forme de désobéissance civile, mais de désobéissance civile, il n'y en a pas réellement. Et surtout, ce qui va se mettre en place, c'est une dialectique entre un petit groupe d'acteurs et une masse de spectateurs. C'est ça qui se met en place à ce moment-là. Et donc par écologie du spectacle, j'entends une écologie qui est entièrement tournée vers, disons, l'empreinte symbolique, beaucoup plus que vers le résultat empirique ou le débouché politique. Et il y en a diverses expressions qui sont bien connues encore aujourd'hui. Alors évidemment, il y a le banderolisme que je pratiquais abondamment à Greenpeace, où vraiment toutes ces scènes, tout ce qu'on fait en termes de désobéissance civile, ces fameuses actions coup de poing, coup d'éclat, sont strictement que de la mise en scène. C'est-à-dire ce qu'on va chercher, c'est pas tellement du blocage, c'est des images. D'ailleurs, ces actions coup de poing, elles sont dans le jargon interne à Greenpeace, elles s'appellent des photo-op, c'est-à-dire des photo-opportunities, c'est-à-dire des opportunités de photos. Ce qu'on vise, c'est faire une photo dans le processus de design ou de chorégraphie de ces actions coup de poing. On a les services créa, communication qui sont hyper impliqués, qui nous font des simulations pour savoir si on met la banderole ici ou la banderole là, est-ce que ça rend mieux, est-ce que ça sera plus attractif pour la manchette des journaux et ce genre de choses. Tout ça est très pacifié, négocié avec les forces de l'ordre, ça dure 2-3 heures, c'est très éphémère. Voilà, on produit un signe en fait essentiellement de mobilisation. Donc, est-ce qu'on peut prendre le temps peut-être de revenir sur ça, sur comment s'est posé, comment s'est installé le paysage de l'Anthropocène, quelles sont les bases aussi coloniales en fait de cet imaginaire, et comment est-ce qu'on en est venu à parler de cette espèce de problème un peu général qu'on pourrait régler à coup d'économie de papier toilette dans les stations Total? En fait, pourquoi on a cette écologie-là, c'est d'abord parce qu'elle est favorable à la classe dominante, qui trouve un espèce de dérivatif moral, une sorte de placebo mondain à sa mauvaise conscience de classe, fondamentalement. À un moment donné, si on veut s'aligner avec la lecture de la situation, ça suppose de renouer avec des praxis de lutte, avec des régimes de conflictualité qui seraient un tout petit peu plus explicités que ce qu'on peut voir quand il s'agit d'entrer dans le diagramme des subtilités et des nuances liées à la sensibilisation. Et tu parles notamment de ce groupe collectif qui draine énormément de dynamique, mais des soulèvements de la terre. Et je pense notamment aux propos de Darmanin, qui avait, au moment de la lutte à Sainte-Soline, très joyeusement affublé tous les participants et participantes aux actions de lutte contre la confiscation du bien commun qu'est l'eau, qui étaient devenus évidemment des éco-terroristes. Donc on voit quand même les logiques de retournement de violence qui sont assez exemplaires, et qui témoignent d'une capacité comme ça à se déployer dans un espace poétique spécifique. Donc je me disais, comment est-ce qu'on peut poser cette question-là, c'est-à-dire du niveau de conflictualité dans un contexte où cette question de la conflictualité est ressaisie dans une lecture qui est celle du terrorisme, qui est celle de l'assignation policière, et comment est-ce qu'on peut justement travailler à reposer des lignes de front qui seraient beaucoup plus dessinées que ne le demande l'écologie brosse à dents? Non, il y a un vrai sujet sur l'action de la violence ou de la non-violence. C'est-à-dire que la non-violence, ça fait partie des grands totems aussi de l'écologie installée. Et à mon avis, cette notion qui est fétichisée aujourd'hui, elle pose un certain nombre de problèmes et elle produit des effets
assez paralysante. Déjà parce que c'est une notion qui est très facilement extensive. C'est-à-dire que par exemple dans le milieu climat, la non-violence, elle ne s'applique pas non seulement aux actes, à la question des biens ou des individus, mais elle s'applique par exemple au discours. C'est-à-dire qu'il faut produire des discours modérés en permanence. Par exemple, moi j'ai été invité, c'était à la Terre au Carré sur France Inter à la rentrée, je crois, 2022 ou 21, enfin après là, une saison d'incendie intense. Et on est de produire un rapport sur l'empreinte carbone des milliardaires. Et j'avais dit à l'antenne, bon bah, ces gens-là ont un mode de vie qui n'est pas universalisable dans le cadre des limites planétaires. Bon, et après, je m'étais fait convoquer du coup par la DIRCOM de Greenpeace qui m'avait dit bon, ton intervention à Terre au Carré, c'était très bien et tout, mais tu peux pas dire ces gens-là, c'est violent, c'est déplacé, c'est inconvenant, c'est impoli, etc. Et donc en fait, on voit bien que derrière ce totem de la non-violence, il y a toujours cette tendance à vouloir expurger le clivage, la contradiction, la critique, quelque chose de surdéterminant au sein des milieux de l'écologie assermentés. Donc il y a une situation qui en soi est violente et qu'il faut problématiser et à laquelle il faut réagir en tant que telle, à mon sens. Et le problème de la non-violence, c'est tel qu'elle est encodée aujourd'hui, c'est d'une part qu'elle expurge la critique, le conflit, elle nous désapprend en fait à mener la conflictualité en externe et vis-à-vis de nos adversaires, mais c'est aussi qu'elle produit une morale de classe, c'est-à-dire que bah oui, la non-violence dans les formes, bah, c'est l'apanage de la bourgeoisie qui par ailleurs déploie des intérêts extrêmement violents dans leur réalisation. En t'écoutant, je me disais, mince, peut-être que je suis prise par la société du spectacle, enfin l'économie du spectacle, l'écologie du spectacle, et peut-être que j'ai pas bien compris, je devrais peut-être tout bloquer. Donc, je suis gênée parce que je me pose des questions sur ma propre ligne de conduite depuis quelques jours. Ça, c'était ma première question très générale. C'est pas si simple de bloquer, en fait, sans, je veux dire un très gros mot, pardon, sans profondément emmerder les classes populaires. Et je trouve que le mot d'ordre de bloquer, il est compliqué. Parce qu'il peut y avoir quelque chose d'assez violent dans le fait, par exemple, de supprimer tous les trams pendant 2 jours. Ça peut déclencher des trucs très violents chez les gens. Et je trouve que c'est compliqué. Donc ça, c'était une première question d'ordre stratégique. Je la livre un peu comme ça à chaud. Mais je pense qu'il ne faut pas bloquer tout. Je pense qu'il ne faut pas bloquer n'importe quoi et qu'il faut prioriser ce qui ne pénalise pas, en l'occurrence, les classes populaires. Il faut avoir cette intelligence tactique et stratégique-là. Mais je pense que, par exemple, dans ce milieu professionnel qui est le spectacle vivant, essayer de prendre soin des autres, c'est aussi faire preuve de courage à un moment donné, parce que c'est aller contre un certain nombre de tendances dures, voire très dures, et banalisées dans ce milieu professionnel. Donc je pense que l'héroïsme du Caire, il peut aussi exister au premier degré dans ce milieu. Ça, c'est juste une petite remarque. Et ma question, c'est qu'hier, j'écoutais Nicolas Framont, que vous connaissez, monsieur Sénéchal, bien mieux que moi, et il disait qu'il fallait s'intéresser à la trajectoire des riches, enfin aux riches comme individus également. Et donc moi, je me suis intéressé à votre propre parcours, et notamment au fait que vous aviez passé entre 7 et 8 ans chez Greenpeace, si je ne m'abuse. Et donc, je me suis dit, pourquoi, vous qui avez l'air d'être quand même un esprit vif, pourquoi avoir attendu autant de temps avant peut-être de partir ? Et est-ce que cette durée aussi, qui est, je trouve, assez longue, est-ce que ce n'est pas aussi un motif d'espoir pour espérer que d'autres, après avoir été dans l'aveuglement pendant 5, 6, 7 ans, finalement, changent de trajectoire et se rallient à votre positionnement ? Dans ce livre que j'ai écrit, c'est aussi une autocritique. C'est quand même une autocritique des 8 ans que j'ai passé dans ce milieu-là. Mais personne n'est immune face aux dynamiques d'embourgeoisement quand elles se présentent. C'est aussi lié au fait qu'on a toujours cette illusion qu'on peut changer les structures de l'intérieur. Et quand je suis rentré à Greenpeace, j'étais encore assez jeune, mine de rien, et j'avais encore cette illusion-là que même des grosses structures pouvaient évoluer, qu'on pouvait recombiner les rapports de force en interne, obtenir des bougées. Ce qui a été vaguement le cas d'ailleurs à un certain moment. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Greenpeace, réfléchir en termes de lutte des classes, même de manière euphémisée, c'est-à-dire se dire il y a des catégories socioprofessionnelles
différentes, c'était un tabou absolu. Et on a fini au moment où je suis sorti. Moi, par exemple, j'avais fait cette idée d'ISF climatique qui a fini par circuler un peu dans l'espace public. C'était une idée que j'avais eue à Greenpeace. J'ai posé un rapport, ça a été publié, puis ça a fini par être pris. Et donc ça a problématisé le partage de l'effort, et notamment la contribution de la bourgeoisie au ravage écologique. Donc il y a quand même une évolution du discours qui s'est produit au sein de l'organisation, qui m'a valu effectivement des retours de bâton assez brutaux. Mais on a l'impression, j'ai eu l'impression en tout cas pendant quelques années, qu'il y avait des choses qui bougeaient un petit peu, et puis après chasser le naturel et il revient au galop. Donc ça a fini par se refermer, et mes illusions avec. Et j'en tire la conclusion qu'aujourd'hui, en fait, c'est assez illusoire de croire qu'on peut changer des grosses structures. Le débat de ce matin était d'autant plus passionnant que là, il y a des vraies questions qui se posent sur finalement à quoi servent les artistes. Et puis, moi, j'aime toujours venir ici parce qu'on sent vraiment la coopération, en fait. Et tout d'un coup, je trouve que le moment de la rentrée de l'OHARA, on est tous des coopérateurs, finalement. Moi, ça me donne le pouls de mon écosystème professionnel. Et du coup, j'aime bien le rencontrer comme ça, par une voie politique à chaque fois, finalement. Qu'en fait, à chaque fois, je découvre des auteurs, des autrices, des gens qui réfléchissent sur le monde contemporain. C'est vraiment le fait d'avoir un espèce de miroir face à nous pour lancer la saison, où on se prend un petit choc un peu intellectuel, que moi, j'appelais de mes voeux depuis très longtemps. C'est un rendez-vous vraiment incontournable parce que ça permet effectivement que tout le monde du spectacle vivant soit réuni en cette journée de rentrée. Voilà, je crois que c'est le seul moment en fait de l'année où on croise tous nos collègues, et comme c'est une grande région, c'est toujours très précieux en fait de pouvoir tous se retrouver. Ça fait du bien aussi dans ces moments où on est tous un peu beaucoup s'interroger, de redire aussi qu'on peut agir, et que forcément l'action qu'on a, elle a aussi une dimension politique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça s'ancre en fait sur un territoire. On se retrouve toutes et tous, artistes et puis institutions, autour de ce magnifique projet régional de soutien à la création. Pour moi, c'est un peu un moment repère pour lancer vraiment sur les enjeux d'une saison, tout ce qu'on essaie de faire ensemble autour de la création et du collaboratif.